1er mars 1896. Le soleil se levait sur des milliers de corps européens éparpillés à travers les plaines d'Adoua. Des soldats italiens qui, quelques heures plus tôt, se croyaient supérieurs, gisaient désormais vaincus par ceux qu'ils appelaient « sauvages ». Mais comment cela fut-il possible? Comment un jeune homme de seulement 17 ans parvint-il à accomplir ce qu'aucun autre dirigeant africain n'avait jamais réussi? Comment transforma-t-il des guerriers tribaux en une machine de guerre capable d'humilier l'une des plus grandes puissances européennes? Son nom était Ménélik. Et voici l'histoire de comment un homme sauva toute une civilisation de l'extinction, de comment l'Afrique prouva qu'elle n'avait jamais été inférieure, et de comment le monde tenta d'effacer cette histoire des livres. Tu es sur le point de découvrir la vérité qu'ils ne veulent pas que tu connaisses. La vérité sur le jour où l'Afrique dit non à l'impérialisme européen et triompha. Pour comprendre l'ampleur de ce qu'accomplit Ménélik, il faut visualiser l'Afrique en 1889. Imagine un continent entier dévoré comme un morceau de viande par des lions affamés. La France avait conquis l'Ouest. L'Angleterre dominait le Sud et une partie de l'Est. L'Allemagne plantait ses griffes au centre. Le Portugal et l'Espagne se disputaient les restes. C'était ce que les Européens appelaient cyniquement le partage de l'Afrique. En 1884, à Berlin, des hommes en costume décidèrent du destin de 400 millions d'Africains sans en consulter un seul. Littéralement, ils dessinèrent des lignes sur les cartes comme des enfants se partageant un jouet. Les chiffres donnent le vertige. En 1870, à peine 10% de l'Afrique était sous domination européenne. En 1900, ce chiffre atteignait 90%. 90% d'un continent entier réduit en esclavage. Mais il y avait une exception. Un royaume perché dans les montagnes d'Éthiopie refusait de plier le genou. Un jeune empereur regardait les envahisseurs et déclarait « Pas aujourd'hui, jamais ». Son nom était Sal Mariam, mais le monde le connaîtrait sous celui de Ménélik II, et il était sur le point de réécrire l'histoire. 17 août 1844. Dans les hautes terres du Shoah, naquit un enfant qui allait changer le cours de l'histoire africaine. Mais Sal Mariam ne naquit pas empereur. Il naquit dans un pays déchiré par les guerres civiles. L'Éthiopie des années 1850 était un royaume fragmenté. Des seigneurs de la guerre s'entretuaient pendant que le peuple souffrait. Le jeune Sal grandit en voyant sa terre se vider de son sang. À 10 ans, il s'entraînait déjà à l'épée. À 14, il commandait ses premiers hommes. À 17, il avait conquis ses premiers territoires. Mais ce qui le rendait unique n'était pas seulement son génie militaire, c'était son obsession du savoir. Il apprit l'italien, le français, l'anglais. Il étudiait les cartes européennes, lisait sur leurs tactiques militaires, tandis que d'autres dirigeants africains ignoraient le monde extérieur. Ménélik, lui, le dévorait. Imaginez un jeune Africain, en 1860, parlant 4 langues, comprenant la politique internationale, étudiant la stratégie militaire européenne. Il savait que pour vaincre l'ennemi, il devait le connaître mieux que lui-même. En 1865, à 21 ans, Sal Mariam devint roi du Shoah. Ce n'était que le début. Il avait un plan qui prendrait des décennies à se concrétiser. Un plan qui sauverait non seulement l'Éthiopie, mais la dignité de toute l'Afrique. Il savait que les Européens viendraient et que lorsqu'ils viendraient, ils seraient prêts. Les 20 années suivantes furent une leçon magistrale de construction d'empire. Ménélik ne se contentait pas de conquérir des territoires, il les transformait. Chaque victoire était calculée, chaque alliance stratégique. Il modernisa l'armée éthiopienne de manière révolutionnaire. Alors que d'autres chefs africains combattaient avec des lances et des boucliers, Ménélik importait des fusils modernes. Mais voici le génie. Il n'achetait pas seulement des armes. Il fit venir des techniciens européens pour apprendre aux Éthiopiens à fabriquer leurs propres munitions. Il créa une industrie militaire indépendante. Vous percevez le génie? Il utilisa la technologie européenne contre les Européens eux-mêmes. En 1889, l'armée éthiopienne comptait 100 000 hommes entraînés, 82 000 fusils modernes et 40 canons. Des chiffres comparables à ceux de n'importe quelle armée européenne de l'époque. Mais Ménélik n'était pas qu'un général, c'était un visionnaire.
Il construisit des routes, modernisa l'agriculture, créa un système postal. Il préparait son pays pour le XXe siècle. En 1889, il devint enfin empereur d'Éthiopie. Ménélik II, l'homme qui unifia un royaume fragmenté en une puissance régionale. Mais la plus grande épreuve restait à venir, car cette même année, l'Italie tournait son regard vers l'Afrique de l'Est et décidait qu'elle voulait sa part du continent. Et elle pensait que l'Éthiopie serait une proie facile. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. L'Italie des années 1890 était une puissance européenne nouvellement unifiée, avide de prouver sa valeur dans le club exclusif de l'impérialisme. Elle voyait dans l'Afrique de l'Est une opportunité. L'armée italienne était moderne, bien équipée, formée dans les meilleures académies militaires d'Europe. Elle possédait de l'artillerie lourde, des fusils à répétition, des communications télégraphiques. Le général Oreste Baratieri, commandant des forces italiennes, était un vétéran des guerres européennes. Il voyait les Africains comme de simples obstacles sur le chemin de la gloire italienne. « Des sauvages armés de lances », disait-il. « Ce sera une promenade de santé. » Ah, l'arrogance européenne. Il n'avait aucune idée qu'il allait affronter l'un des plus brillants stratèges militaires du XIXe siècle. Les forces italiennes en Afrique de l'Est. 17 000 soldats européens, 10 000 troupes coloniales, artillerie moderne, approvisionnements illimités venus de la métropole. Sur le papier, elles étaient invincibles. Mais il y avait un problème que l'arrogance italienne refusait de voir. De l'autre côté des montagnes, Ménélik II observait, planifiait, préparait la plus grande surprise militaire du XIXe siècle. Il savait que les Italiens viendraient, et quand ils arriveraient, il transformerait sa propre terre en un piège mortel. Le 2 mai 1889, le traité de Wuchale fut signé entre l'Italie et l'Éthiopie. Sur le papier, il semblait être un accord de paix et d'amitié. En réalité, c'était un piège. Voici où l'histoire devient diabolique. Le traité fut rédigé en 2 langues, amharique et italien, mais il existait des différences cruciales entre les versions. Dans la version éthiopienne, l'article 17 stipulait que l'Éthiopie pouvait utiliser les services diplomatiques italiens. Dans la version italienne, il disait que l'Éthiopie devait utiliser uniquement les services italiens. Un seul mot, transforma une option en esclavage. Les Italiens falsifièrent littéralement un traité pour faire de l'Éthiopie un protectorat. Ils présentèrent la version falsifiée aux autres puissances européennes comme preuve que l'Éthiopie était un territoire italien. Lorsque Ménélik découvrit la trahison en 1893, il entra dans une colère froide et calculée. Il savait que la guerre était inévitable. En 1895, il dénonça officiellement le traité de Wuchale. Son message à l'Italie fut clair. « Venez prendre notre terre, si vous le pouvez. » Et ils vinrent. Oh, comme ils vinrent. Ce qui se produisit ensuite fut la plus grande mobilisation militaire de toute l'histoire africaine. Ménélik ne convoqua pas seulement ses troupes, il convoqua toute la nation. Des messagers parcoururent tout l'Empire. Le message était simple. L'Afrique est attaquée. Venez défendre notre terre, notre dignité, notre avenir. La réponse fut écrasante. 196 000 hommes répondirent à l'appel. 196 000 guerriers venus de toutes les tribus, de toutes les régions, chrétiens, musulmans, animistes, tous unis contre l'envahisseur commun. Mais Ménélik n'était pas seulement un chef charismatique, il était un stratège. Il organisa son armée comme une machine moderne. Chaque région apportait ses spécialités. Certains portaient des fusils, d'autres des lances, d'autres encore montaient à cheval. Et voici le plus impressionnant, la logistique. Déplacer 196 000 hommes à travers les montagnes, les nourrir, les armer, les coordonner. Les généraux européens mettaient des mois à mobiliser des armées bien plus petites. Ménélik le fit en quelques semaines, parce que ce n'était pas seulement une armée qui se mettait en marche, c'était toute une civilisation qui se levait pour défendre son existence. En décembre 1895, la plus grande force militaire qu'ait jamais vue l'Afrique marchait vers l'ennemi. Et les Italiens n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. 1er mars 1896, 5h30 du matin. Dans les collines d'Adoua, 2 mondes étaient sur le point de s'entrechoquer.
Du côté italien, 17 000 hommes confiants dans leur supériorité européenne. Du côté éthiopien, 100 000 guerriers luttant pour la survie de leur civilisation. Le général Baratieri avait totalement sous-estimé l'ennemi. Il pensait affronter des tribus désorganisées. En réalité, il marchait droit dans l'un des pièges militaires les mieux conçus de l'histoire. Ménélik avait positionné ses troupes avec un génie remarquable. Il utilisa le relief montagneux comme une arme. Les Italiens furent canalisés dans des vallées où l'artillerie devenait inutile et où la supériorité numérique éthiopienne était dévastatrice. À 6 heures, la bataille commença. Ce qui devait être une simple opération de nettoyage italienne se transforma en le pire cauchemar militaire européen en Afrique. Pendant 8 heures, l'enfer s'abattit sur Adoua. Les guerriers éthiopiens combattirent avec une férocité qui sidéra les Européens. Ce n'étaient pas de simples soldats, c'étaient des hommes défendant leur famille, leur terre, leur dignité. Le résultat fut catastrophique pour les Italiens. 7 000 morts, 10 000 blessés, 3 000 prisonniers. Plus de la moitié de l'armée italienne fut anéantie. Ce fut la plus grande défaite militaire européenne en Afrique. À 14 heures, le général Baratieri ordonna la retraite. Non, pas une retraite, une fuite. Une fuite désespérée d'hommes découvrant qu'ils n'étaient pas supérieurs du tout. Ménélik avait accompli l'impossible. Il avait vaincu une puissance européenne en bataille ouverte. Mais plus encore, il avait sauvé la dignité africaine. La nouvelle de la bataille d'Adoua secoua le monde entier. Des journaux de Londres à Saint-Pétersbourg titraient « Des Africains battent une armée européenne ». À Paris, des intellectuels se demandaient si leur théorie sur la supériorité raciale n'était pas erronée. À Londres, le gouvernement britannique réévaluait ses stratégies en Afrique. À Rome, le gouvernement italien tombait. Mais l'impact le plus profond fut en Afrique. Pour la première fois depuis des décennies, les Africains retrouvèrent quelque chose qu'ils avaient perdu, l'espoir. Des mouvements de résistance surgirent du Maroc jusqu'au Cap. Des chefs africains, autrefois résignés à la domination européenne, commencèrent à rêver d'indépendance. De nouveau, l'Éthiopie devint le seul pays africain indépendant. Pendant 40 ans, jusqu'aux années 1960, elle fut littéralement le seul. Un phare de liberté sur un continent asservi. Ménélik régna jusqu'en 1913, modernisant l'Éthiopie, construisant des chemins de fer, des écoles, des hôpitaux. Il prouva que l'Afrique pouvait être indépendante et prospère. Aujourd'hui, lorsque tu vois flotter le drapeau éthiopien, vert, jaune et rouge, tu vois les couleurs qui ne se sont jamais inclinées devant l'impérialisme, les couleurs de la résistance africaine. Ménélik II ne sauva pas seulement l'Éthiopie, il sauva l'idée que l'Afrique pouvait être libre. Ces couleurs devinrent le symbole du panafricanisme. Des dizaines de pays africains adoptèrent ces couleurs dans leurs drapeaux. Mais voici la tragédie. Pourquoi cette histoire n'est-elle pas enseignée dans les écoles? Pourquoi l'un des plus grands exploits militaires de l'histoire moderne est-il ignoré? Pourquoi Ménélik n'est-il pas célébré comme Napoléon ou Alexandre? Parce que la narration de l'infériorité africaine est essentielle pour justifier des siècles d'exploitation. Reconnaître Ménélik, ce serait reconnaître qu'en réalité, l'Afrique a toujours été capable de grandeur. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te parle de civilisation et de supériorité, souviens-toi du 1er mars 1896. Souviens-toi du jour où un jeune Africain prouva que le courage, la stratégie et la détermination n'ont pas de couleur. Souviens-toi de Ménélik II, l'homme qui sauva la dignité d'un continent tout entier.